On commence tout de suite ce Lex Inside. On va parler de l'insuffisance professionnelle avec mon invité Marion Ayadi, associée au sein du cabinet Yards. Marion, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus sur l'insuffisance professionnelle. Pour commencer, comment définit-on l'insuffisance professionnelle ? Alors, l'insuffisance professionnelle, c'est l'incapacité objective, et j'insiste sur ce mot-là, du salarié à accomplir ses missions, ses fonctions de façon satisfaisante. Donc, ça résulte généralement d'une incompétence, d'une carence, de retard, d'erreur. D'accord. Voilà. Mais ça peut également résulter d'une inadaptation du salarié à son emploi. Une inadaptation, en clair, c'est une erreur de casting. C'est-à-dire qu'on a choisi quelqu'un qui a des compétences, mais pas au bon endroit, ni au bon moment. Elle ne correspond pas vraiment au profil pour l'emploi donné. Exactement. Alors, on va essayer d'aller plus loin. Est-ce qu'il y a différents types d'insuffisance professionnelle ? Oui, alors en fait, on peut reprocher aux salariés une insuffisance qu'on va appeler qualitative et qu'on va distinguer d'une insuffisance plutôt quantitative. Alors, qualitative, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'effectivement, vous allez dire aux salariés, tu ne fais pas tes reportings en temps et en heure, tes démarches commerciales sont de mauvaise qualité, tes relations managériales ne sont pas satisfaisantes. Voilà, c'est des choses qu'on va pouvoir mesurer. Exactement. Et l'insuffisance quantitative, elle est liée en général aux objectifs du salarié. D'accord. Donc des objectifs en termes de production, en termes de vente. Donc là, il y a des chiffres. Là encore, c'est assez simple de voir si on colle aux objectifs ou non. Exactement. Et en réalité, sur ce point-là, c'est très important pour pouvoir reprocher à un salarié son insuffisance, c'est de lui donner des objectifs suffisamment tôt dans l'année. Vous ne pouvez pas reprocher à un salarié de ne pas avoir atteint des objectifs si vous lui donnez ces objectifs au mois de juin ou au mois de juillet. Bien sûr. Donc, il faut donner les objectifs aux salariés en début d'année. Vous n'êtes pas obligé de recueillir son accord. Vous pouvez simplement les lui communiquer et vous pouvez lui reprocher une insuffisance si il dispose des moyens pour atteindre ses objectifs, si les objectifs sont accessibles, atteignables, et s'ils sont raisonnables, que ce soit par rapport au marché ou à ses collègues qui vont exercer les mêmes fonctions. Voilà. Alors parfois, la frontière entre insuffisance professionnelle et faute est ténue. Comment on fait la distinction entre une faute professionnelle et une insuffisance professionnelle ? Alors c'est un vrai sujet, ça, parce que par principe, l'insuffisance professionnelle n'est pas une faute. Le fait de ne pas réussir, de ne pas être au niveau, de ne pas être là où votre employeur vous attend, ce n'est pas une faute. Donc, en général, on est sur une procédure qui va être une procédure non disciplinaire et on ne reproche pas aux salariés le fait qu'il ne veuille pas bien faire, mais le fait qu'il n'y arrive pas. Mais parfois, en fait, quand vous accompagnez votre salarié et puis vous lui donnez des objectifs précis, vous lui donnez des rendez-vous précis pour justement l'aider, l'accompagner et que vous voyez qu'il ne fait pas, parfois, vous dites, en réalité, c'est qu'il ne veut pas faire, c'est qu'il y a une mauvaise volonté délibérée. Et là, on peut basculer dans la faute. C'est-à-dire que si on démontre que le fait de ne pas être au rendez-vous, de ne pas être au niveau des attentes, s'explique par une mauvaise volonté délibérée, une négligence volontaire, une abstention volontaire, on ne fait pas parce qu'on n'a pas envie de faire. Ça, c'est important, là, cette absence de volonté de faire du salarié pour qualifier la faute. Exactement. On est dans la faute uniquement si on prouve que l'insuffisance est liée à une mauvaise volonté délibérée du salarié. Alors, il peut y avoir un licenciement pour insuffisance professionnelle, mais pour que ce licenciement soit valable, il faut évidemment respecter certaines obligations. Il y a des précautions à prendre pour l'employeur. Quelles sont-elles ? Alors, l'employeur doit nécessairement accompagner son salarié. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire le constat que les résultats ne sont pas là, que la qualité est mauvaise, et puis décider de licencier le salarié pour insuffisance professionnelle. Il doit d'abord en parler au salarié, il doit faire le constat, le partager avec lui, il doit lui proposer des moyens pour l'accompagner, pour l'aider, et il doit lui donner du temps pour remédier aux difficultés, pour redresser la situation.
Et tout ça, tout ce process est très important parce que le jour où vous licenciez le salarié pour insuffisance professionnelle et que vous ne démontrez pas d'avoir fait tout ça, le licenciement sera considéré très probablement comme étant sans cause réelle et sérieuse. Et surtout, l'employeur a, dans le Code du travail, une obligation d'adapter le salarié à l'évolution de son poste. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'il doit le former en continu. Donc, il doit l'accompagner et le former. Et la jurisprudence sur ce point revient régulièrement à la charge, et encore très récemment, puisqu'en juillet 2025, la Cour de cassation l'a rappelé très précisément, vous ne pouvez pas reprocher à un salarié son insuffisance professionnelle si vous ne l'avez pas adapté à l'évolution de son poste, c'est-à-dire le former aux nouveaux outils, aux nouvelles techniques, l'accompagner sur une réorganisation de son service. Si vous ne l'avez pas formé, vous ne l'avez pas accompagné, vous ne pourrez pas valablement le licencier. Et c'est là qu'on voit apparaître beaucoup le développement les plans de retour à la performance. Ça, c'est une terminologie qu'on voit beaucoup apparaître. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait le constat que ça n'allait pas, vous devez aider le salarié, l'accompagner, lui proposer des mesures. On va faire un point tous les 15 jours. Vous allez avoir un tuteur. Vous voyez, des mesures comme ça. D'accord, donc on ne peut pas simplement constater que le salarié ne fait pas ce qu'il faut. Il faut l'aider. Si on a ce constat, il faut l'aider, l'accompagner. Et lui donner du temps. D'accord. Après, si jamais, effectivement, on se rend compte que le licenciement est la seule issue, quelle est la procédure de licenciement ? Est-ce qu'elle présente des particularités par rapport à la procédure classique ? Alors, il faut faire attention à un point en particulier, c'est est-ce qu'on est sur une faute, une insuffisance fautive, ou est-ce qu'on dit sur une insuffisance classique ? C'est important parce que l'insuffisance fautive relève de la procédure disciplinaire. Ça veut donc dire que les faits que vous allez reprocher à votre salarié devront être récents, puisqu'ils devront s'être déroulés dans les 2 mois qui précèdent. D'accord. Et alors que sur une insuffisance non fautive, vous pourrez remonter en arrière. Donc c'est important, cette distinction. C'est vraiment un point important. Pour le reste, il faudra surtout regarder ce que dit la convention collective, parce qu'il y a des conventions collectives qui, d'abord, interdisent le licenciement pour motif d'insuffisance professionnelle. Donc, ça ne fait pas partie des motifs autorisés. D'accord. Dans ce cas-là, vous ne pouvez pas l'utiliser. Et puis, il y a surtout des conventions collectives, je pense notamment à la convention collective de la banque, qui est très répandue, qui vous impose des obligations. En cas d'insuffisance professionnelle, vous devez rechercher un poste de reclassement, voir si vous pouvez reclasser le salarié sur d'autres fonctions avant d'envisager son licenciement. Donc, c'est important de vérifier ces points-là. Bien sûr. Donc, on a vu les points à regarder de près. Pour terminer, quels sont les risques à anticiper ? Alors, les risques à anticiper, ils sont sur la personne du salarié, c'est-à-dire que vous êtes en risque quand vous voulez licencier un salarié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il a une forte ancienneté. C'est vrai que ce ne sont pas des cas qui sont rares, parce qu'en fait, vous avez quand même parfois un épuisement, une lassitude, un manque de motivation, mais tout ça, ce n'est pas très palpable, ce n'est pas objectif. Et les juridictions, quand elles sont saisies, elles vont avoir tendance à considérer qu'on ne devient pas incompétent au bout de 20 ans ou 30 ans d'ancienneté. Donc, ce sont des licenciements qui sont très difficiles à prouver et à justifier. Donc ça, ce sont des vraies difficultés quand vous voulez licencier un salarié qui a de l'expérience, qui a une forte ancienneté. Et puis, évidemment, vous avez un risque majeur quand vous êtes face à un salarié protégé, puisque vous avez cette procédure devant l'inspection du travail qui doit autoriser le licenciement, et l'inspection du travail, elle, va vérifier, au-delà de l'absence de lien avec le mandat, elle va vérifier que vous avez bien adapté votre salarié, et pour le coup, vous mettre à votre charge quasiment une obligation de reclassement. On va conclure là-dessus. Merci Marion Ayadi. Je rappelle que vous êtes associée au sein du cabinet Yards. Tout de suite, l'émission continue. On va se demander si une injure peut être déposée en tant que marque.